Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons faire une émission sur la Chine. Absolument. On l'a vu récemment avec la réunion des BRICS, où la Chine est devenue un personnage absolument clé au niveau mondial, un pays clé au niveau mondial, indiscuté et indiscutable. On a pensé effectivement que c'était intéressant de faire un point sur la Chine, mais en regardant plusieurs éléments différents. D'abord, le premier, c'est d'essayer de tordre le cou à un certain nombre d'idées ou de visions qui sont faites de la Chine par des gens qui ne la connaissent pas et qui interprètent à leur manière, selon leur idéologie, leurs pensées, leurs sentiments, qui interprètent ce que c'est que la Chine et chaque fois faussement par rapport à la réalité chinoise. Le deuxième, c'est de comprendre ce qui se passe en Chine. Justement, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on raconte, qu'est-ce qui se passe vraiment en Chine aujourd'hui? Vous avez pu voir que dans un certain nombre de domaines, sur l'économie, sur un certain nombre de choses, ça ne se passe pas exactement comme prévu. D'un autre côté, dans d'autres domaines, ça va très vite et très loin. Récemment, il y a une publication qui a montré que sur les 24 technologies clés dans le monde, 22 maintenant, c'est les Chinois qui étaient leaders. Il n'y en a que 2 où c'était les Américains. Donc on va évoquer ce problème-là. Et puis il y a bien sûr, quand on parle de la Chine et de la puissance chinoise aujourd'hui, il faut bien sûr évoquer la géopolitique. Alors, aujourd'hui, en dehors de Claude Médori, dont chacun sait que c'est un spécialiste de la Chine depuis très longtemps, nous avons invité Emmanuel Véron. Emmanuel est un professeur, un docteur en géographie, spécialiste de la Chine. Donc, c'est un de ceux qui, quand il parle de la Chine, qui sait de quoi il parle. C'est pour ça que nous l'avons invité aujourd'hui, pour pouvoir ensuite, avec lui, échanger, justement, sur tous les problèmes qu'on évoquait. Alors, bien sûr, la première question, d'ailleurs ça a été un peu le démarrage de mon explication, qu'est-ce qu'il faut penser de la Chine d'aujourd'hui? Merci d'abord de me recevoir, je suis ravi d'être là et de partager quelques réflexions effectivement sur cette Chine contemporaine. Je crois qu'effectivement quand on regarde la Chine aujourd'hui, un des premiers sujets c'est de savoir ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, essayer de révéler quelque part les intentions cachées d'une Chine qui est quand même, rappelons-le, c'est important, dirigée. Et c'est accru depuis au moins 10 ans avec la gouvernance Xi Jinping, donc du parti sur l'ensemble des affaires de l'État, de l'économie, des technologies, vous le rappeliez Alain en introduction, mais aussi des affaires militaires, diplomatiques, stratégiques, etc. Donc c'est essayer de comprendre un petit peu cet univers des intentions cachées, d'essayer de les révéler. Quand on est ici à Paris, en Occident, on a encore, malgré beaucoup d'efforts, des difficultés à percevoir et à sentir les différentes nuances, les sensibilités de ce pays immense. Rappelons-le, 9,6 millions de kilomètres carrés, 1,3, 1,4 milliard d'êtres humains. Donc pour essayer d'appréhender l'ensemble, c'est beaucoup de travail, beaucoup de profondeur, si je puis dire, et différents types de capteurs. Et on est, nous, encore, malgré tout, en Occident, et en particulier en France, sur une forme de méconnaissance du sujet, méconnaissance, ou en tout cas insuffisante connaissance des différents sujets, aussi parce que les choses changent très vite. Le pays s'est modernisé de manière très rapide, explosive, de manière euphorique, ces 30 ou 40 dernières années. Donc c'est aussi un petit peu la complexité qui s'ajoute pour saisir les transformations, les recompositions à l'œuvre dans tous les sens. Moi, j'y vois 2 écueils dans cela. C'est que géographiquement, ça reste un sujet assez loin. Au sens de la métrique euclidienne, la Chine reste l'Extrême-Orient. Et quand on pense à l'Extrême-Orient au XIXe siècle, on est encore en quelque part dans une vision un peu romantique, c'est-à-dire un peu sino-béate, c'est-à-dire une forme de naïveté, si je puis dire, qui demeure aujourd'hui. Si je reviens sur la distance géographique, on a, côté des structures de l'État régaliennes, y compris de l'enseignement, de l'analyse, etc., une insuffisance dans la dotation, dans les budgets, dans le personnel, dans la ressource humaine, etc., finalement dans la mobilisation des cerveaux, pour essayer d'appréhender l'ensemble. Alors, ce n'est pas du tout pour dénigrer les politiques publiques, mais on a fondamentalement, du fait de cette distance géographique et cette distance culturelle, une perpétuation à la fois d'une histoire un peu post-19e siècle et cette distance euclidienne, cette distance métrique qui se maintient. Pour autant, j'observe néanmoins que depuis quelques années, peut-être que c'est un effet Covid, davantage de médias avec des journalistes de bon niveau, de bon calibre, les allers-retours de correspondants en Chine, etc., qui reviennent dans les rédactions en France, permettent d'apporter leur pierre à l'édifice. Le retour aussi, quelque part,
d'un certain nombre du monde dans l'entreprise, parce que tout le CAC 40 et tout l'écosystème de PME associé à cela ont pu connaître des vies longues et profondes en Chine dans différents contextes, différentes régions, différents secteurs industriels, économiques, etc. Donc c'est autant de capteurs. Mais on a encore ce manque d'essayer de rassembler tous ces acteurs, rassembler tous ces capteurs pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'anticiper sur l'avenir. Est-ce qu'on n'a pas aussi des difficultés en définitive à comprendre une culture et une mentalité qui n'est pas la nôtre? Parce qu'on a toujours tendance, j'ai remarqué en France, pour beaucoup de pays dans le monde d'ailleurs, on a tendance à interpréter les gens et leurs comportements selon nos critères, alors qu'on est souvent à l'opposé ou très différent de nos critères. Entre un Chinois et un Français, il y a quand même quelques différences. C'est toute la difficulté d'appréhender une culture qui est quand même assez lointaine. Simon Leys, qui était un des sinisants sinologues les plus illustres de la période Mao et un petit peu après Mao, qui a d'ailleurs tant été décrié par d'autres branches de sinologie, donc avec des guerres de chapelle, disait que c'est l'autre pôle de l'expérience humaine. Donc effectivement, il faut se décentrer, et ça passe nécessairement, si on veut une connaissance en profondeur, par la langue, et puis, si je puis dire, de la pratique de la Chine elle-même, c'est-à-dire de vivre en Chine, de comprendre ce qui se passe, de véritablement être installé dans la durée sur un territoire comme celui-là. C'était possible avec l'ouverture de la Chine, les réformes Deng Xiaoping, ou réformes économiques des années fin 79, début 80, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est encore dans une période de réforme économique et administrative, non pas politique, mais économique et administrative, où il était possible là de revenir en Chine, d'apprendre du chinois, de faire des affaires en Chine, dans à peu près tous les secteurs, même si les conditions aujourd'hui ont changé, on y reviendra, et donc de vivre, si vous voulez, assez longuement dans différentes régions de Chine, dans différents contextes. Ça a été le cas d'un certain nombre d'expatriés, ça a été le cas d'un certain nombre, dont je fais partie, ma génération, qui ont pu aller en Chine étudier, faire des arts martiaux, faire différentes expériences, etc., et vivre plusieurs années en consécutive dans différentes régions chinoises. Et à partir de cela, on a pu, ma génération, celle un petit peu d'avant, et les jeunes qui viennent, mais c'est un petit peu plus compliqué, nous y reviendrons, appréhender une Chine qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus tout à fait la même, qui était une Chine de l'euphorie, ce que j'appelle une Chine euphorique, c'est-à-dire après 2001, l'adhésion à l'OMC, qui a transformé les règles du commerce international, en tout cas le visage géoéconomique de la planète, par l'introduction de cette Chine et ses capacités manufacturières, de localisation, etc., et d'investissement. Ça a été une Chine qui a accueilli les JO, les Jeux Olympiques d'été à Pékin en 2008, donc un événement international important, la Chine accueille cet événement, etc. Puis 2010, l'exposition universelle qui donnait une autre vitrine à cette Chine qui était, disons à l'époque, en reprenant les termes du parti en émergence pacifique, qui ne souhaitait pas la guerre, alors même qu'en même temps, de manière quasi dissimulée, d'où le fait que je parle d'intention cachée dans mon propos introductif, réarmer massivement, opérer un rattrapage technologique sans précédent sur la base de programmes initiés par Deng Xiaoping 30 ans ou 40 ans avant, c'est-à-dire dès les années 80. Et là, j'insiste bien, on est dans les années 2000, 2008, 2010. À partir de 2010-2011, vous avez une boîte comme Huawei qui est para-étatique, soutenue, subventionnée par l'État, avec une coordination et un montage qui est militaire en partie, a pu faire ce sursaut technologique et vendre dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire hier, des capacités de 5G qui ont surpris les Américains. Toute cette période des années 2000 euphorique où le commerce international explosait en Chine, était très facile de faire des affaires. Et en même temps, à côté, j'insiste bien, tout le volet rattrapage technologique, toute la militarisation et finalement les affaires du Parti communiste chinois qui n'ont jamais cédé la place à une autre forme de pouvoir et d'encadrement du politique, des affaires militaires, des affaires diplomatiques, des affaires commerciales, qui derrière avaient ces intentions-là de rattrapage, de modernisation. Et on en vient aujourd'hui avec les deux mandatures et puis plus de Xi Jinping depuis 2012 à une Chine qui est renforcée, qui est capable de rivaliser avec les plus grands pôles de puissance de la planète, des pôles étatiques, etc., sur la base d'un tissu diplomatique qui a été complètement renforcé et renouvelé, de capacités commerciales qui surpassent la plupart des grands pôles mondiaux économiques que l'on peut rencontrer, y compris sur le plan militaire. Pour Xi Jinping a dit aux Chinois, aux Chinois leur a dit on est en train de revenir vers la Chine traditionnelle, avec les valeurs de la Chine traditionnelle. Donc, le Parti communiste est en train, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça, vous pouvez nous en dire plus, mais on sent vraiment qu'ils veulent capitaliser sur toute l'histoire de la Chine en disant on n'est surtout pas, nous, le parti. Non, on est la Chine. Mais finalement, l'aura du parti, là, qui est très fortement personnalisée à travers la biographie elle-même romancée, si je puis dire,
transformée de Xi Jinping, a toujours fait preuve d'amnésie et d'hypermnésie. C'est-à-dire à travailler sur son passé, travailler sur l'histoire, au service du dessein politique, du dessein géopolitique, du régime du parti. Et là, en l'occurrence, très fortement incarné, si je puis dire, par la figure de Xi Jinping, par le chef du parti, président de la République populaire et chef des armées, en gros, pour faire simple, 3 fois chef. Et donc, hypermnésie, amnésie sur les traumas, les drames créés, induits par le régime lui-même, des années terribles d'atrocités, de massacres de Mao, la révolution culturelle, les dizaines, 40, 50, 60 millions de morts, par exemple, de la période avant, du grand bond en avant, la période encore avant des sans-fleurs, les réformes agraires encore avant qui ont décimé, etc. Et puis d'hypermnésie, de dire la Chine est une puissance dans l'histoire longue, ça, ce qui n'est pas faux, mais tricher, si je puis dire, sur les contours de cette histoire-là en disant on est la première civilisation, la plus ancienne, la plus sophistiquée, parce qu'on sent bien ici la concurrence qu'il peut y avoir avec d'autres civilisations en Asie, qui sont aussi des civilisations anciennes. Je pense au monde indien, je pense bien évidemment à une autre expérience en Extrême-Orient, à savoir la civilisation japonaise, et puis plus largement, cette rivalité qu'il y a dans la durée, dans le temps long, avec la tradition du bassin méditerranéen, des Occidents, jusqu'à nos jours. Donc il y a fondamentalement dans la longue durée cette logique un peu concurrentielle de civilisation, de modèles, que l'on retrouve aujourd'hui dans les mots de Xi Jinping, dans sa propagande, de rivalité de modèles de gouvernance, de rivalité de modèles politiques, finalement, qui essayent de cliver aujourd'hui un monde non occidental, qui se voudrait être dominé par la Chine, versus un monde occidental qui est, a priori, encore dominé par les États-Unis. Vous disiez, très justement, que en Asie elle-même, que ce soit du côté des Japonais ou des Indiens, il y a des pays très puissants, historiquement, qui ont une vraie histoire, une vraie culture, et qui ne sont pas du tout d'accord pour être dominés par la Chine. Absolument. Ça renvoie à la réalité de ce qu'est l'Asie au sens large. Si on prend l'Asie de quelque part entre la frontière afghano-pakistanaise et jusque en Corée ou au Japon, c'est-à-dire une Asie large, ou incluant, si vous voulez, l'Asie centrale, c'est une Asie qui en fait n'est faite que de pluralité, de grande diversité, un foyer immense, territoire immense bien sûr, de trajectoires culturelles et civilisationnelles très 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 variées, y compris dans les systèmes d'écriture, dans les systèmes philosophiques, dans les systèmes anthropologiques, dans les systèmes, si vous voulez, politiques, etc., ou spirituels. Comment peut-on mettre, si vous voulez, comparer quelque part trajectoire indienne, trajectoire chinoise confucéenne, très empreinte de bouddhisme aujourd'hui à travers différentes trajectoires, l'Asie du Sud-Est, etc. D'où, pour revenir à Xi Jinping et au parti, d'où cet impératif de survie politique, en tout cas cet impératif pour Xi Jinping et le parti de construire un récit, un champ lexical, de construire des repères historiques, quitte à faire soit de l'hypermnésie, soit de l'amnésie. D'un côté, on voit que la Chine se développe. Elle a quand même un taux de croissance qui est supérieur à tous nos pays. D'un autre côté, ce n'est pas du tout les taux de croissance qu'elle a connus avant. Oui. Elle a des difficultés. Visiblement, il y a des problèmes. On va en parler un peu dans tous les domaines. Donc, comment ça se passe aujourd'hui ? La Chine d'aujourd'hui, cette fin de 2023, premier quart du XXIe siècle, est une Chine qui n'a plus tout à fait à voir avec la Chine qu'on a rapidement évoquée ensemble, fin des années 90, début 2000, une Chine euphorique où le business dominait, le triomphe du commerce dominait, le triomphe des investissements, des transferts de technologie, de cette remontée en puissance à tous les niveaux qui donnait une visibilité et une stature à la Chine. On n'est plus dans cette période euphorique. On est aujourd'hui dans une période qui est marquée beaucoup plus par un très grand nombre d'interrogations en interne. C'est ce qui est un immense sujet, me semble-t-il, qui, malgré tout, continue de perpétuer l'image d'une Chine importante, puissante, qui sera incontestablement la puissance de demain, dépassant les États-Unis sans difficulté, etc., avec un horizon, selon les chapelles, 2030, 2035, 2049, etc. Commençons par les facteurs économiques. Vous le rappeliez, Alain, on est plutôt sur les taux de croissance il y a 20 ans, 30 ans, ou même il y a 15 ans. Absolument. 2 facteurs là-dessus. Quelque part, crise conjoncturelle, crise structurelle. Conjoncturelle, il y a les effets guerre économique, guerre commerciale, initiée par l'administration Trump 2017, qui se perpétue aujourd'hui. Ça, c'est clair. On parlait de Huawei tout à l'heure, porté quand même des coups sévères. L'écosystème industriel, l'écosystème des technologies et finalement du régime chinois.
au sens les technologies chinoises, l'investissement, le fait de l'export, la promotion, tout l'aspect marketing et communication en a pris un coup, si je puis dire, pour des raisons d'espionnage ou pas. En gros, on a commencé à ce moment-là à véritablement révéler les intentions cachées chinoises. Un petit peu le voile de la naïveté tombé, dans une certaine mesure. Crise conjoncturelle qui vient se surajouter à facteurs guerre technologique, guerre commerciale avec les États-Unis, la pandémie de Covid, qui a priori, malgré tout ce que l'on peut entendre dire, part bien de Chine, et qui a là, du fait de choix politiques en interne, à geler quelque part les capacités économiques chinoises, à geler une forme de dynamisme où, dans certains secteurs, en 2019-2020, on avait déjà quelques difficultés. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'équivalents PME chinoises qui ont mis la clé sous la porte, dans différents secteurs. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que ça a grossi le corps du chômage, ça a grossi des difficultés économiques locales dans certaines régions qui étaient relativement dynamiques, voire très dynamiques. Troisième sujet dans cette crise conjoncturelle, l'environnement international qui se contracte, la guerre en Ukraine, bref, si vous voulez, un climat des affaires post-Covid qui n'est pas si favorable que ça et qui nous montre, comme le rappelle le FMI régulièrement, un ralentissement de la croissance mondiale. Et puis j'évoquais crise structurelle qui vient s'ajouter à cette conjoncture. On avait une augmentation très très forte du PIB chinois qui a dépassé les grandes puissances, l'Allemagne, puis le Japon, pour prendre la deuxième place, etc. Puis pour essayer de rattraper, étalonner les États-Unis. Les États-Unis demeurent devant encore, au-dessus de 20 000 milliards de dollars. La Chine est autour de 18-19 000 milliards de dollars. Crise structurelle, c'est qu'aujourd'hui, Xi Jinping et la Chine accusent le coup d'un développement extrêmement rapide. Crise environnementale, qui ne fait que commencer quelque part, articulée à une crise de l'énergie et un véritable problème sur la gestion de l'énergie, de la consommation et du mix énergétique chinois. Quand vous regardez le mix, on est globalement encore à peu près à 60% de consommation de charbon. Ça pose d'énormes problèmes à horizon même 2050 sur les objectifs, émissions de gaz à effet de serre et les retombées environnementales et écologiques régionales et extra-régionales. Quand je dis extra-régionales, c'est à l'ensemble de l'Asie, voire plus largement. Des problématiques de dette qui aujourd'hui est à 250-300% du PIB chinois de manière générale, surinvestissement du PIB, autour de 45% du PIB chinois, c'est-à-dire que l'économie chinoise était quelque part dopée à la construction, à l'immobilier, à l'infrastructure. Un exemple très concret de cela, de ce mélange de crise conjoncturelle et structurelle, après la crise des subprimes, 2007, 8, 9, le régime, l'État parti, a lancé un plan de relance autour de 4 000 milliards de yuan. Ça, c'était 2009-2010, donc il y a presque une quinzaine d'années maintenant, un petit peu moins. Pour relancer quoi ? Relancer la construction, relancer l'immobilier. C'est à ce moment-là que les géants de l'immobilier qui aujourd'hui sont en faillite, cette crise de la dette, cette crise, si vous voulez, de l'immobilier, plus un endettement très très fort au niveau local, problématique d'assainissement des finances locales, où on a deux systèmes qui cohabitent, un système officiel bancaire où l'argent circule, tout ça est tracé, et puis l'immensité, l'opacité du fameux shadow banking chinois qui est à côté, de mondes qui ne sont pas toujours poreux, séquents, et qui en fait permettent de justifier des logiques de corruption à une échelle très locale et qui mettent en péril à moyen et à long terme l'équilibre général du local au niveau de la province et qui on remonte à, si je puis dire, à la viabilité du système au niveau national. D'un autre côté, on voit l'avantage du marché chinois, c'est quand même, c'est le marché chinois lui-même. C'est-à-dire qu'un marché d'1,3 milliard, c'est quand même une capacité interne extraordinaire de développement et de relais de croissance que n'ont pas les autres pays. Absolument. Ça est clair que la question du marché chinois et la montée en puissance d'une supposée classe moyenne sur la trajectoire de ce qu'on a pu connaître, nous, avec l'après-Seconde Guerre mondiale, 30 glorieuses, etc. Donc un modèle social, un modèle de consommation particulier, occidentalisé, c'est de là dont on part, était potentiellement visible et faisable pour la Chine. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait la même trajectoire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur les mêmes logiques sociologiques, tout à fait les mêmes logiques de consommation. Néanmoins, demeure qu'il y a à peu près 150, 200 à 300 millions de Chinois qui sont sur des niveaux de consommation très largement équivalents, voire supérieurs à ce qu'est l'Europe moyenne d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très substantiel. Mais qui est articulé finalement à l'écosystème que j'ai rapidement décrit du parti-État, à savoir qui est lui-même assez corrompu et qui aujourd'hui est dans une certaine panade. Parce que
était basé sur l'immobilier, sur investissement sur l'immobilier, sur des infrastructures et un certain nombre de secteurs économiques, des technologies ou autres, qui aujourd'hui sont soit au niveau orange, soit au niveau rouge. Donc ça, c'est un sujet, le marché intérieur chinois, qui a toujours été, si vous voulez, brandi par les autorités chinoises pour attirer des investisseurs internationaux. Vous aurez accès à mon marché, etc. Vous pourrez vous développer. Oui. Avec le fait de, on ne peut plus aujourd'hui vous dire comme Deng Xiaoping il y a presque 30 ans, un peu plus de 30 ans, 90, 91, 92, au lendemain de Tiananmen, enrichissez-vous et donc pas de problématique sur une transformation politique. Aujourd'hui, le régime réfléchit à ça. C'est-à-dire que Xi Jinping, qui a une posture très, très dure, qui a une aura très très forte sur le parti et sur l'ensemble de l'État, eh bien, est contesté en son sein, au sein même du parti, au sein des 10, 15, 20, 30 principaux personnages qui se répartissent le gâteau et qui se répartissent le pouvoir dans les différents secteurs au niveau du Parti communiste chinois. Ils disent qu'il est peut-être allé trop loin. Parce qu'on va avoir potentiellement des mouvements de révolte, de rébellion, une partie de la population qui, on le rappelait, mais précisons, chômage de la jeunesse, qui dans cette conjoncture et dans cet environnement économique et social ne trouve plus complètement sa place. Le taux de chômage a explosé depuis 2 ans, explosé. Il est estimé à 20-25%. Il est tellement haut, c'est probablement plus de 30% entre 18 et 30 ans, grosso modo. Donc, c'est-à-dire fraîchement diplômés, et difficulté pour s'insérer dans le marché de l'emploi. Donc, des jeunes urbains, puisque c'est une génération qui n'a connu qu'une Chine, qui est celle d'après les années 2000, donc hyper urbanisée ou en voie d'urbanisation rapide, d'industrialisation, très exposée au niveau international, à qui on avait dit la Chine, c'est la puissance de demain, et en fait, ils ne trouvent pas de boulot. Plus le facteur vieillissement, qui est une des conséquences directes de la politique de l'enfant unique d'il y a 40 ans de Deng Xiaoping, pour justement contenir la démographie, contenir les problématiques de consommation, donc d'import-export, etc., ce qui a permis l'émergence très rapide et fulgurante de la Chine. C'est problématique de fécondité, élargissement de la pyramide des âges vers le haut, c'est-à-dire de vieillissement de la population. Donc en matière sociale, un pays qui serait moins dynamique, contraction de la production manufacturière, et donc nécessairement un besoin d'encadrement gériatrique, gérontologique d'une société qui est a priori tournée vers l'avenir, mais en tout cas qui a des grandes questions en interne. Et on en vient finalement à des sujets géopolitiques. Le sommet des BRICS à Johannesburg, à la fin du mois d'août dernier, où était question un certain nombre de sujets très très importants qui montrent bien les mutations stratégiques, commerciales, financières, rapports de force internationaux. Pourquoi ? Parce que dans cet acronyme, dans cet acteur international étatique que sont les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, d'autres pays, était question de l'adhésion accélérée de plusieurs pays. Alors, il y avait plusieurs candidats. L'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Argentine. Exactement, il y en a 6. Quand on regarde le listing de ces 6 pays, on voit le poids de la Chine au sein de la structure des BRICS. Donc le poids de la Chine là-dedans, qui a réussi, entre guillemets, à, pas imposer, mais en tout cas à pousser des candidats qui lui étaient favorables. Alors tout ça est assez opaque, parce qu'on n'a pas le détail de tout ça, mais en tout cas le signal est donné. Derrière, ce sont des questions de prolifération nucléaire, je pense que c'est important de le rappeler, des questions de dédollarisation, et de dédollarisation en utilisant davantage de paquets de yuan dans les échanges internationaux. Donc progressivement se dédollariser plutôt que d'avoir une convertibilité hors du yuan. C'est plutôt ça la logique. C'est très important parce que les BRICS élargis, comme on dit maintenant, ça a été dit d'ailleurs, représentent un peu plus de 33% du PIB mondial, quand le G7, donc, dont on parle tous, puisque c'est nous, ne représente plus que 28%. C'est-à-dire qu'on a actuellement une organisation qui est plus grosse en PIB, c'est très important quand même, beaucoup plus grosse que nous, que les Occidentaux dans le G7, et en population, on est à plus de 40% de la population mondiale. Donc il est clair que là, les BRICS, de toute manière, ont un avenir évident, puis en plus, ils veulent encore s'agrandir. Je crois que, voilà, sur le sujet des BRICS, il y a une liste immense d'antagonismes en son sein, c'est-à-dire comment faire interagir des réalités extrêmement conflictuelles, frictionnelles entre l'Inde et la Chine, qui sont membres des BRICS, qui sont 2 poids lourds des BRICS. Comment trouver une forme d'unité entre l'agenda sud-africain, brésilien, maintenant iranien, russe et chinois. Ça paraît compliqué. Mais néanmoins, effectivement, je crois qu'en termes de ce multilatéralisme,
La Chine fait le choix de plus en plus, au vu de la dégradation du système international dans son ensemble et des rapports avec l'Occident, qui d'ailleurs, quelque part souhaité par une partie des élites au sein du parti, cherche à accentuer son poids au sein des ex-tiers-monde, pour davantage cliver les relations internationales entre sphère occidentale, sphère non occidentale, où la Chine dominerait progressivement et rapidement la sphère non occidentale pour utiliser ça comme un levier contre l'Occident. On voit les différents fronts qu'on a en Afrique subsaharienne, ça c'est net. C'était déjà une des doctrines de Mao, stratégie de Mao, années 50-60 de sa politique africaine. Il y avait l'histoire de la ligne extérieure, ils appelaient ça ligne extérieure. Cette ligne extérieure passait par le continent africain pour essayer de mobiliser, de rallier à son camp, dans son camp les nouveaux pays africains fraîchement décolonisés. Et on le verra après au vote à l'ONU qui reverra le retour de la Chine populaire au sein de l'ONU et au Conseil de sécurité, en ayant dans son camp les pays africains contre l'Occident. Donc quand aujourd'hui on voit un petit peu ce qui se passe dans ces ex-tiers-mondes, dans ces pays émergents, on dirait aujourd'hui le Sud global, mais qui n'a rien d'homogène, qui n'est qu'une logique d'hétérogénéité, mais en opposition à un supposé hémisphère nord, occidentalisé, etc. Il y a une volonté chinoise ici d'accélérer l'histoire et de prendre la main là-dessus pour dominer cet hémisphère-là ou cette partie-là du monde. Ça se voit à travers des investissements, ça se voit à travers le fameux sujet des routes de la soie, ça se voit à travers des sujets de dédollarisation, de yuanisation progressive, de montée en puissance d'un supposé modèle chinois de consensus de Pékin versus consensus de Washington dans des modalités de développement, dans des modalités d'interprétation du droit international, etc., etc. Et un dernier sujet, c'est quand on regarde la dimension proactive de la Chine depuis 15 ans, 20 ans, oui, même un peu plus de 20 ans, sa capacité à avoir su créer des organisations internationales, à savoir donc des acteurs du système international nouveaux, qui ne sont pas dans des logiques séquentes avec l'ONU. Et on va retrouver ici la logique qu'on vient d'évoquer des BRICS. Prenons l'exemple de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est probablement un exemple qui est, de mon point de vue, l'un des plus éloquents. Alors, l'Organisation de coopération de Shanghai commence avec l'effondrement de l'Union soviétique. Première réunion, d'où le nom Shanghai, en 1996, avec la Russie. À l'époque, c'était le groupe des 5, groupe de Shanghai, en 1996, pour dire on a besoin, nous, en 1996, de sécuriser nos frontières. Donc on invite les Russes, puisqu'il y a des frontières communes. Extrême-Orient russe, il y a un tout petit morceau de l'autre côté de la Mongolie. Plus, on va inviter nos voisins centra-asiatiques, le Kazakhstan. En fait, en matière de diplomatie de l'époque, post-89, post-guerre du Golfe, de logique pour la Chine d'intensifier progressivement, mais discrètement, pour prendre un peu les mots de Deng Xiaoping, son agenda, sa politique étrangère, de sécuriser le pourtour, de faire une politique de bon voisinage, c'est-à-dire sa politique asiatique, en essayant de recruter à la fois la Russie, de recruter les républiques d'Asie centrale, et à terme de peser davantage dans ces territoires-là, y compris dans une partie de la Russie, que l'ex-Union soviétique ou la Fédération de Russie dominerait ou serait dans ces républiques d'Asie centrale. Première réunion en 1996 à Shanghai, la chose se formalise, s'institutionnalise, devient en 2001 l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce système-là s'est continuellement accru. Pour aujourd'hui, quand on regarde l'empreinte de ce qu'est l'Organisation de coopération de Shanghai, pour faire bref, c'est la Chine, l'Asie centrale, l'Inde, le Pakistan, qui s'ouvrent au Moyen-Orient, bien évidemment la Russie. Beaucoup de pays candidats frappent à la porte, des pays africains, beaucoup de pays africains, des pays d'Asie du Sud, des pays d'Asie du Sud-Est. Elle est interdite au Japon, elle est interdite aux États-Unis. Ça, c'est évoqué de manière très claire. C'est-à-dire qu'on tourne le dos, on retrouve une profondeur continentale pour la Chine, en tournant le dos à la profondeur pacifique, c'est-à-dire logique puissance continentale, puissance maritime. À terme, je dominerai l'ensemble eurasiatique, parce que c'est un ensemble, c'est une plateforme eurasiatique, parce que la Russie est en train de s'effriter, et en tout cas est en voie de contraction, et les autres territoires, les autres pays ne sont pas assez lourds, si je puis dire, n'ont pas un poids suffisant. Et puis quand on regarde aussi, ce n'est pas une OTAN eurasiatique, mais c'est le club des puissances nucléaires non occidentales, puisqu'on retrouve là-dedans, si je rassemble rapidement, la Chine, je l'ai évoqué, puissance nucléaire, militaire bien sûr, civile si vous voulez, mais militaire. La Russie, l'Iran, qui a fait son entrée il y a quelques années à peine, l'Inde et le Pakistan. Mais il se dit beaucoup en Moyen-Orient que dans les négociations entre Iraniens et Saoudiens, ils sont en train d'échanger. L'idée des Iraniens, ce serait de donner leur bombe atomique
leur capacité nucléaire également aux Saoudiens, en disant comme ça on ne se craint plus puisqu'on l'a tous les deux, et le motif étant que ça protège par rapport à Israël qui est puissance nucléaire également. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, on aura un bloc encore plus fort au niveau de l'OCS avec les puissances nucléaires non occidentales. C'est pas pour rien que l'Arabie Saoudite a fait sa demande express pour intégrer l'Organisation de coopération de Shanghai. On se souvient qu'au printemps dernier, la main tendue entre Iraniens et Saoudiens s'est faite au lendemain de la clôture des 2 sessions politiques et de la confirmation en tant que président de la République populaire Xi Jinping, l'Iranien et le Saoudien, à Pékin. Tout à fait. Rapidement, pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu des négociations a priori entre Iraniens et Saoudiens pour apaiser les tensions. Les Iraniens et les Saoudiens pensaient potentiellement, membres du Conseil de sécurité, diplomatie importante, le système Poutine, etc., à la Russie. Invasion en Ukraine, février 22, ils se sont dit, l'acteur étatique n'est pas bon, et donc ça a largement profité à ce que les Chinois prennent la place et accélèrent le sujet. Donc là, en matière de portée symbolique, de portée géopolitique de ce premier quart du XXIe siècle et de la complexité du système international aujourd'hui, je crois qu'on en est là face à un exemple assez éloquent. Oui, j'ajouterais, alors pour aller tout à fait dans votre sens d'ailleurs, c'est qu'on l'a souvent dit dans nos émissions, la Russie, certes, économiquement, malgré toutes les sanctions, s'en sort indiscutablement, pas formidablement bien, mais elle va beaucoup mieux que tout ce qui pouvait être prévu par les Occidentaux, mais elle est quand même affaiblie. Et elle s'en sort avec l'aide de la Chine. Les sanctions que nous avons exercées contre la Russie, en réalité, poussent progressivement la Russie dans les bras de la Chine. Elle perd du pouvoir par rapport aux Chinois qui sont en train d'en acquérir. Il faut bien le voir. L'affaire ukrainienne, il y a le conflit ukrainien, la guerre entre l'OTAN, les Ukrainiens, l'OTAN et les Russes. Mais en réalité, sur le plan global, économique, géopolitique du futur, ça pousse la Russie vers la Chine, parce que ça affaiblit effectivement la Russie. Toute guerre affaiblit les belligérants, et ça va encourager la Chine à être encore plus puissante. Il faut être clair aujourd'hui, au point de vue géopolitique, la Chine, alors au-delà de ce qu'on a évoqué sur les problèmes internes actuels, les difficultés, c'est pas fini, au-delà aussi des erreurs qu'on peut faire au niveau de l'interprétation de la Chine, il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, c'est que la Chine s'affirme de plus en plus comme le maître d'œuvre et le pivot d'un monde tout à fait différent du nôtre, mais qui regroupe beaucoup de pays émergents qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas du tout nos approches, et qui sont en train de gagner, on dirait, une certaine forme d'indépendance, parce qu'au lieu d'être coincés par la puissance occidentale, ils en ont échappé pour aller du côté chinois. La question, c'est est-ce que dans le futur, effectivement, ces liens avec la Chine ne seront pas peut-être trop pesants pour un certain nombre de ces pays, parce que la culture chinoise n'est pas la culture qu'on évoquait, par exemple, du Proche-Orient. Je pense que vous serez d'accord là-dessus. Absolument. Écoutez, mille merci. Merci parce que je pense que ça nous permet de repartir en comprenant mieux ce qui est en train de se passer en Chine et de pouvoir mieux décoder ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, puisque, comme vous l'avez très justement dit, c'est pas fini. Écoutez, effectivement, j'espère que vous avez apprécié vous aussi cette émission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et appuyer sur la cloche afin de recevoir tous les vendredis vers 17h une nouvelle émission sur YouTube. Merci et à très bientôt.